Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se plonger dans un document assez fascinant. Ce sont des extraits de Approche du handball, la revue technique de la Fédération française de handball. Ça date de février 2009, donc on revient sur une période, on peut le dire, faste pour le handball masculin français. Ah oui, absolument. Février 2009, c'est juste après le grand triomphe des Bleus au championnat du monde en Croatie. Un troisième titre mondial quand même. Et ça venait couronner une série assez incroyable. Champion olympique en 2008, champion d'Europe en 2006. On était vraiment en plein dans l'ère des experts. Une équipe qui semblait invincible, quoi. Voilà. Et notre mission aujourd'hui, si on l'accepte, c'est un peu de décortiquer ce qui a rendu cette équipe si spéciale. On va s'appuyer sur cette revue pour essayer de comprendre l'évolution du jeu en France, regarder de plus près des aspects techniques, le rôle du pivot par exemple, ou alors cette relation si particulière entre le gardien et sa défense. Et pour nous éclairer, on va s'appuyer sur les analyses de figures marquantes, et notamment Daniel Costantini. Costantini, oui, c'est un nom incontournable, c'est vrai. Il a été, on peut dire, l'architecte d'une bonne partie de cette réussite. Son regard sur l'évolution du jeu, sur le coaching aussi, est particulièrement pertinent, je trouve. Alors justement, entrons dans le vif du sujet, ce mondial 2009. Cette finale gagnée contre la Croatie chez eux en plus. C'était plus qu'une simple victoire, non? C'était vraiment la confirmation d'une domination. On parle souvent de lignée, hein, les Barjots dans les années 90, puis les Costauds au début des années 2000, et enfin les experts. C'est exactement ça. Il y a une idée de transmission qui est très forte en fait. Des figures comme Jackson Richardson, par exemple, ont vraiment passé le relais à des joueurs comme Michael Guigou. Mais ce qui est frappant aussi, c'est la longévité de certains. Je pense à Guillaume Gilles, à Joël Abati. Eux, ils ont traversé plusieurs de ces époques dorées. C'est assez remarquable. Et cette équipe de 2009, fiou, la liste des talents, ça fait rêver, hein. Rien qu'en lisant les noms cités dans la revue, Lucas Ballot, Daniel Narcisse, Jérôme Fernandez, Thierry Aumeyer, Didier Dinart, Nicolas Karbatic, c'était une concentration de joueurs exceptionnels. Mais bon, cette génération dorée, elle ne sort pas de nulle part. L'héritage de Daniel Costantini est souvent mentionné comme fondamental. Oui, et Costantini, c'est plus qu'un coach, c'était un bâtisseur. Ancien joueur lui-même, prof de PS au SMUC à Marseille. D'ailleurs, il a été champion de France avec eux en 75. Et petite anecdote amusante rapportée dans le texte, son lycée battait celui de Claude Onesta en compétition scolaire cette même année. C'est drôle, non? Lui, il raconte son passage au coaching comme ayant été d'abord assez progressif, puis plus brutal, c'est son mot, quand il a dû prendre les rênes de l'équipe première du SMUC. Et ce parcours, logiquement, ça l'amène vers les équipes nationales. Il commence avec les cadets dès 1977, puis, après une période où il dit se sentir un peu en retrait, il est nommé directeur des équipes de France en 85 par Jean Ferrignac. Le vrai tournant, c'est souvent ce fameux Mondial B de 1989 à Marseille qui est cité. C'est ça. Ah, ce France-Danemark. Oui, un match de folie, complètement fou. La France mène très largement, genre 21-14, et puis elle se fait remonter 22-21. Dernière action pour les Danois. Et là, faute en attaque, sifflé. Ouf! Bon, un coup de pouce du destin peut-être, mais cette qualification pour le Mondial A de 90, ça change tout. C'est vraiment le point de départ. Et ensuite, il y a la qualification pour les Jeux Olympiques de Barcelone en 92. Ça aussi, ça a été arraché lors des mondiaux en Tchécoslovaquie. Le match clé, c'était contre l'Espagne, une équipe que la France apparemment n'avait pas battue depuis des années. Costantini raconte comment l'engagement physique des Français, avec des joueurs comme Munier ou Mahé, a fait péter un plomb aux Espagnols. C'est ses termes. Richardson qui sort 2 interceptions décisives à la fin, victoire qualif, et hop, la naissance médiatique des Barjots. Ce qui est très intéressant dans les réflexions de Costantini qui sont rapportées là, c'est sa lucidité sur l'évolution de son propre rôle d'entraîneur. Il décrit cette période 89-95 comme celle de l'entraîneur patron, celui qui portait le projet quasi seul, avec des joueurs qui étaient très très à l'écoute. Et puis avec la professionnalisation qui s'accélère, il a dû devenir un entraîneur gestionnaire, beaucoup plus dans la négo, la recherche de consensus. Mais est-ce que c'était juste une adaptation pragmatique, disons, à l'évolution du sport pro? Ou est-ce qu'il y avait aussi une conviction que, tactiquement, donner plus d'autonomie aux joueurs, c'était bénéfique? Surtout avec cette génération des experts qui pointait le bout de son nez. C'est une excellente question. Le texte suggère un peu les deux en fait. Il analyse l'échec relatif d'Atlanta en 96, pas seulement comme une fin de génération, mais aussi comme une mauvaise lecture de l'évolution du jeu lui-même.
Ça l'a forcé à devoir justifier ses choix, là où avant il y avait une confiance, disons, plus aveugle. Et pour Sydney, en 2000, il expérimente ce qu'il appelle le coaching participatif. Il déléguait beaucoup à des joueurs cadres comme Golic ou Puségur. C'était pragmatique, oui, parce que c'était sa fin de cycle, mais ça préfigurait sans doute aussi une nouvelle ère où l'intelligence de jeu des joueurs devenait vraiment centrale. Il pointe aussi une difficulté liée à la professionnalisation. Ce joueur qui peut se sentir payé pour ce qu'il a fait avant, plutôt que pour ce qu'il doit faire ensuite. Ça peut créer des tensions, j'imagine. Répétition, de l'automatisation des gestes, des déplacements, c'est la base indispensable pour la créativité future, selon lui. On ne peut pas être créatif si on ne maîtrise pas les fondamentaux. C'est logique, en fait. L'hommage de Bernard Gallet dans le document, il souligne un autre apport essentiel de Costantini, avoir instillé la fierté et la confiance. Ce titre mondial de 95, quand même, le tout premier pour un sport co-français, ça a complètement changé la perception du handball en France. C'était la preuve qu'on pouvait gagner à la française sans copier les autres en misant sur l'adaptation, l'intelligence. La force est en toi, comme il disait en citant Star Wars. C'est génial, ça. C'est un héritage psychologique qui est énorme, oui. Et ça se traduit aussi dans l'évolution du jeu lui-même, qu'il analyse d'ailleurs très finement. Oui, il décrit un passage assez clé. Avant 1985, il y avait une forte dépendance au schéma tactique collectif. C'était pour compenser un déficit individuel face aux meilleures défenses, en gros. Et puis, progressivement, on voit émerger des joueurs capables de faire la différence tout seuls. C'est ça. Avant, il fallait vraiment organiser, combiner pour mettre le tireur dans une position idéale, souvent 1 contre 0 comme on dit, mais avec des joueurs comme Denis Latoude, qui avaient un fort capital créatif, le besoin de schémas très stricts diminue. Il cite aussi Jackson Richardson. Selon lui, Richardson aurait carrément inventé une nouvelle défense. Une défense axée sur l'interception, la dissuasion comme intention première. C'est révolutionnaire comme approche, non? Invention pure ou c'était une adaptation géniale? Probablement un mélange des deux. Disons qu'il a popularisé et systématisé une approche qu'on avait peut-être vue ailleurs de façon plus sporadique. Mais lui, il l'a incarnée et il l'a rendue terriblement efficace. Et puis il y a Stéphane Stocklin, le premier arrière français capable de tirer à travers le défenseur sans forcément chercher l'intervalle libre. C'est le passage assumé du 1 contre 0 au 1 contre 1 comme situation de tir légitime. Ça, c'est une mutation fondamentale dans la façon d'attaquer. D'accord. Et qu'est-ce qui explique cette évolution globale alors, selon Costantini? Plusieurs facteurs, en fait. D'abord, l'augmentation du volume d'entraînement. Ça a permis aux joueurs de se renforcer individuellement. L'accélération générale du jeu aussi. Et puis, un facteur intéressant qu'il mentionne, le mimétisme. Les techniques de Richardson, par exemple, elles ont été adoptées par ses coéquipiers, puis par d'autres. C'était aidé par la meilleure image, la meilleure médiatisation du hand français. On apprend aussi en regardant les meilleurs, c'est logique. Sa stratégie d'entraînement est aussi assez révélatrice. Utiliser la mise en place de systèmes défensifs comme prétexte pour travailler les solutions offensives face à ces mêmes systèmes. C'est plutôt malin comme approche intégrée, ça. Très malin, oui. Et ça rejoint son idée d'identifier des joueurs qui ont un gros potentiel défensif. Je pense à Didier Dinard ou Bertrand Gilles. Leur arrivée a permis de faire évoluer la défense française, de ne plus dépendre uniquement de Richardson devant et de revenir par exemple à une défense 1-5 homme à homme, plus flexible, avec des changements, du flottement, une défense qui était articulée autour de cet axe Gilles, Dinard, Aumailleur. Et il note que même des joueurs qui avaient un profil initialement très offensif, comme Narcisse, Fernandez ou Guillaume Gilles, ont dû et ont su progresser énormément en défense. Souvent via leurs expériences à l'étranger d'ailleurs, ou par un investissement spécifique en équipe nationale. Dinard restant l'exception, lui c'était vraiment l'ultra spécialiste défensif. Et cette notion de spécialisation, d'évolution technique, elle est bien illustrée par la comparaison qui est proposée entre deux pivots stars de l'époque, le Norvégien Frank Locke et notre Bertrand Gilles. Oui, c'est passionnant ça. Locke, pas immense, 1m89, mais très dense, explosif et uniquement attaquant. Pas de défense pour lui. Son truc, c'était de jouer très près des 6 mètres, souvent dos au but, et d'exploiter l'espace créé quand un défenseur sortait sur un arrière. Les Norvégiens, apparemment, le trouvaient souvent avec une passe à rebond. Il profitait de son timing et de son habilité à choper la balle à une main. Incroyable. Bertrand Gilles, lui, avait un positionnement un peu différent, plus souvent entre les défenseurs centraux.
Il était plus statique en préparation, mais dès qu'un arrière attaquait dans son secteur et attirait un défenseur, Gilles, hop, il sortait fort au bloc pour créer un surnombre pour son partenaire. C'est une approche active de création d'espace. Alors que Locke, lui, exploitait plutôt l'espace qui était libéré, disons, passivement par la défense. Deux styles différents, mais une efficacité redoutable pour les deux. Le point commun qui est souligné, c'est cette morphologie dense, cet appui très très fort sur les défenseurs, et surtout cette capacité à dissocier le haut et le bas du corps pour agir dans les espaces minuscules. Ça doit être clé, ça. Exactement. L'idée clé ici, c'est que l'efficacité au poste de pivot, de très haut niveau, ce n'était pas monolithique. Il n'y avait pas qu'une seule façon de faire. Ça reposait sur une intelligence de jeu, savoir lire la défense, choisir le bon timing, utiliser son corps qui pouvait s'exprimer de manière tactiquement différente. Ça montre bien la richesse tactique de ce poste. L'article évoque aussi des exercices spécifiques pour les pivots, comme s'adapter à la course de l'arrière, savoir glisser latéralement pour retirer la défense, ou choisir entre bloquer et rouler dans le dos du défenseur. J'imagine que ça demande une coordination et un timing parfait avec les arrières. Une coordination qui est tout aussi cruciale que celle entre le gardien et sa défense. C'est un autre thème majeur qui est abordé. Et là, l'article note que, historiquement, en France, cette relation n'était pas toujours très formalisée. L'exemple frappant qui est donné, c'est celui de la Yougoslavie, championne du monde en 86. Eux, ils changeaient carrément de système défensif en fonction du gardien qui était sur le terrain. Défense étagée 3-2-1 avec Basic, qui était fort de près, en première mi-temps, et défense à plat 0-6 avec Arnautovic, grand et fort de loin, 11 secondes. Difficile de faire plus clair comme preuve d'une stratégie pensée, non? Ah oui, ça illustre parfaitement l'interaction possible. L'article retrace ensuite différentes écoles historiques de gardiens et de défense. On voit bien comment les systèmes défensifs et les styles de gardiens se sont co-développés au fil du temps. Oui, c'est un peu dense, mais c'est intéressant. L'école soviétique et sa défense en entonnoir inversé pour favoriser le contre. L'école est allemande et sa défense 3x3 très agressive, qui demandait des gardiens hyper vifs comme Wieland Schmidt, le double pédalage, c'est ça? C'est ça. Et puis l'école tchèque, avec des gardiens lecteurs qui essayaient d'orienter le tireur. Et enfin l'école suédoise des années 90. Eux, c'était cette défense 0-6, très alignée, et des gardiens excellents dans les intervalles, très forts sur les parades au sol. Je pense à Olsson, Svensson ou Genzel. On voit vraiment une diversité d'approches historiques qui est fascinante. Et en France alors, en 2009, le texte souligne l'influence énorme de Thierry Omeyer sur sa défense et sa connexion presque télépathique avec Didier Dinard. Il y a même des anecdotes assez amusantes sur les arrangements du passé. Oui, ces histoires de gardiens qui traçaient une ligne au sol pour l'ailier, défenseurs genre « ça c'est pour moi, le reste c'est pour toi », ou Bruno Martini qui déclarait prendre le pivot Shepkin en affaires personnelles, c'était peut-être moins formalisé qu'ailleurs, mais l'idée d'une responsabilité partagée et négociée, elle était déjà là. Du coup, la question logique qui en découle, est-ce qu'il vaut mieux construire la défense autour du gardien ou l'inverse? Costantini, lui, il semble dire « ça dépend ». Oui, sa réponse est assez nuancée. Ça dépend de la valeur intrinsèque du gardien, de la culture défensive de l'équipe. Si tu as un Omeyer dans tes buts, évidemment, tu as intérêt à adapter ta défense pour qu'il puisse jouer sur ses points forts. Mais si ton point fort, c'est un système défensif collectif qui est très bien huilé, alors c'est le gardien qui doit s'y intégrer. L'essentiel, c'est que ce soit une relation négociée et partagée. L'éclairage de Wojciech Nowinski, l'ex-gardien polonais qui a joué en France aussi, est passionnant là-dessus. Il insiste beaucoup sur la tactique individuelle du gardien, le savoir où et quand le joueur va tirer. Selon lui, ça primerait parfois sur la technique pure. C'est très contre-intuitif pour le grand public, c'est vrai. On voit surtout les réflexes spectaculaires. Nowinski explique l'approche polonaise. Ne jamais prendre de but sur un tir droit. C'est considéré comme une faute tactique. Il dit même qu'un gardien expert peut carrément provoquer ce tir facile pour mieux le contrer. C'est un jeu mental permanent avec le tireur en fait. Il souligne aussi l'importance du contre-défensif. Il note que les joueurs tirent beaucoup, mais en fait ils contrent peu et souvent mal. Le gardien, lui, doit lire ce contre. Est-ce qu'il est statique? Est-ce qu'il saute? Est-ce qu'il est en mouvement? Et surtout, ne jamais être masqué, toujours voir la balle. Pour résumer un peu ces styles, on peut distinguer les gardiens qui sont basés sur la réaction pure, mais c'est rare aujourd'hui, ceux qui jouent beaucoup en fermeture d'angle, comme pouvait le faire Baroufet, ceux qui anticipent énormément, comme Omeyer ou Ombrados,
Et puis, les inducteurs, ceux qui tentent d'influencer le tireur, comme Fritz. Et ces styles, ils se marient différemment avec les cultures défensives. Yougoslave, c'était plutôt fermeture-inducteur. Russe, fermeture-anticipation. Scandinave, beaucoup d'anticipation. Et ça débouche sur des adaptations tactiques, forcer les tirs en bas pour les grands gardiens suédois, ou favoriser les tirs croisés rapides face à la défense allemande. C'est une vraie partie d'échec, en fait. Oui, c'est ça, cette intrication tactique, cette intelligence collective, c'est complexe, mais c'est sans doute une des clés du succès français de l'époque. Le document se termine sur des aspects un peu différents, mais qui tissent aussi la toile du handball français. D'abord, il y a la dimension familiale. Ah oui, la section « En famille », elle rappelle combien de fratries ont marqué l'histoire du hand français. Les Gilles, bien sûr, Guillaume, Bertrand, Benjamin, les Aumailleur, les Fernandez, les Anquetil. Chez les femmes aussi d'ailleurs, les sœurs Wolfs, les sœurs Catiard. Sans oublier les couples ou les liens intersports, comme Stocklino à Cambrai, qui sont fils d'athlètes d'autres disciplines. Ça dessine un paysage humain qui est très soudé finalement. Ces liens familiaux, on pourrait presque les voir comme une sorte de transmission informelle qui vient compléter la structuration plus formelle de la formation et de la professionnalisation. Ça aussi, c'est évoqué. Exactement. Le texte mentionne l'existence de diplômes spécifiques pour les entraîneurs, le BPGEPS qui est le premier niveau, le DGEPS pour la coordination et le DEGESPS pour les experts, les directeurs techniques. Il parle aussi de la formation en alternance avec l'importance du tutorat en club. Et il y a l'exemple d'Aurélie Maitret qui est donné. Elle est passée d'un contrat aidé, un CAE, à un CDE comme agent de développement en ligue. Ça montre qu'il y a une filière de professionnalisation qui se structure petit à petit. Alors, si on essaye de rassembler un peu les fils de cette exploration, qu'est-ce qu'on retient? On a cet héritage Costantini, basé sur la fierté, la confiance, mais aussi une méthode, une adaptation constante. On a une évolution technique et tactique qui a été portée par des individualités fortes, qui ont changé le jeu. On a vu la profondeur technique sur des postes comme le pivot, et cette collaboration essentielle gardien-défense. Qu'est-ce qui ressort le plus de tout ça, pour toi? Ce qui est vraiment frappant, je trouve, c'est cette capacité française mise en lumière dans ce document de 2009 à avoir su combiner un développement très structuré, je pense aux méthodes de formation, au travail tactique très détaillé, avec l'éclosion et la valorisation d'individualités créatives qui étaient exceptionnelles. Et le tout cimenté par une incroyable force collective, cette flamme, comme ils disent, qui semble se transmettre à travers les générations d'experts. C'est peut-être ça, finalement, la recette du succès durable. Et cette recette, forcément, elle pose question pour l'avenir. Oui, tout à fait. Si on prend cette capacité d'adaptation tactique, notamment entre la défense et le gardien, et puis cette évolution vers plus d'autonomie, plus de responsabilité des joueurs que décrivait Costantini. La question qu'on pourrait laisser en suspens, pour conclure, c'est peut-être celle-là. Comment la prochaine vague de talent du handball français pourra-t-elle, à son tour, réinventer cet équilibre délicat? Cet équilibre entre le cadre collectif et l'expression individuelle, pour continuer à viser les sommets mondiaux. Vaste programme, comme on dit.